Donc, passons à l'étape 2. En fin de chaque fichier de fin de chaque étape, j'y mets la ligne de commande en Git qui nous permet de passer à l'étape suivante. Mais vous pouvez utiliser ce que je conseille, tous les raccourcis que nous propose IntelliJ pour venir se déplacer de tag en tag. Mais quoi qu'il en soit, voilà, si vous n'utilisez pas IntelliJ et que vous préférez vous déplacer en Git en utilisant les lignes de commande, vous avez ça. Pour ma part, donc, je vais venir charger le tag 2, donc je check out dessus. Ça va venir charger dans la partie formation ou coursize en anglais le dossier de l'étape 2. Je me dirige directement sur le fichier de vue pour savoir qu'est-ce qui est proposé de réaliser dans cette étape 2. Et notamment, je lis nettoyer le projet, créer une structure modulaire, avec 2 points, un premier qui va venir, qui nous propose de créer 3 dossiers, et l'autre de supprimer ce qui a été généré par Angular. Petit point là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a fait un ng-new de notre projet et qu'on a accédé à localhost 4200, on a déjà eu quelque chose de présentable sur cette URL-là. Ça veut donc bien dire que Angular génère quelque chose déjà par défaut. C'est simplement pour nous dire que ok, tout va bien, tout s'est passé correctement dans la génération de l'application. Voici une app un petit peu placeholder, en fait, un contenu par défaut. Mais ce contenu-là, on n'en a vraiment pas besoin. En fait, il va falloir le supprimer. Le point d'entrée d'une application Angular, c'est le main.ts. On va pas forcément s'attarder beaucoup là-dessus pour l'instant, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup trop de choses à dire. Mais ce qu'il faut arriver à lire, c'est qu'on va venir charger notre application sur App Component. Ça va être le composant d'entrée de notre application en chargeant quelques configurations. On viendra rajouter pas mal de configurations dans la suite de cette formation. Pour l'instant, on ne regarde pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a déjà des notions très avancées en Angular là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est de dire, c'est cette app component-là qui va être chargée par défaut. Donc, il y a fort à parier que ce soit dans app component qu'il y ait toute cette donnée-là. Je vais dedans, on arrive sur un fichier comme ceci. C'est un fichier qui va être commun à tous les composants que l'on va créer. Au début, ça peut sembler peut-être un petit peu déroutant parce qu'on a des fonctions qui commencent par un arrobase, on a des classes TypeScript, surtout si on n'est pas trop habitué à notamment du Java, parce qu'il y a déjà un petit peu cette notation-là, ou par exemple à du Vue.js ou à du React. C'est vrai que cette notation est quand même très propre à Angular. Au début, donc, elle rebute un petit peu, puis après, progressivement, on s'y habitue, on arrive très très bien à le lire, et puis en fait, on l'apprécie quand même vachement bien. Pour info, donc ça, on va appeler ça des décorateurs. Son objectif, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une fonction qui va venir rajouter des métadatas, qui va rajouter du traitement sur une classe sur laquelle il est placé au-dessus. Donc ici, on va dire que cette classe AppComponent est un component. Il est sélectionnable par une balise AppRoot que nous, on ne va pas utiliser spécifiquement. C'est Angular qui l'utilise nativement lors de son build. On verra beaucoup plus tard les aspects du build. Mais par contre, sur les autres composants que l'on va créer, on utilisera déjà ça. Les imports de dépendances éventuels. Mais surtout, pour notre partie-là, pour notre étape 2, ce qui nous intéresse, c'est cette liaison-là de la partie logique, donc la partie class TypeScript, donc de ce fichier app component, vers son fichier HTML, donc du coup son rendu visuel en web, ainsi que le CSS embarqué, donc les feuilles de style CSS embarquées pour afficher cet HTML. Donc ici, on a l'autre lien qui nous dit, sur cet app component, charge le app component.html. Si je regarde dans mon explorateur de fichiers, je vois déjà plein de choses. Et c'est là déjà où ça nous donne. Donc déjà, on a un énorme commentaire par-dessus qui nous dit bien que c'est un placeholder, c'est quelque chose qui est voué à être remplacé. Donc voilà, on vient supprimer tout le commentaire. On peut sauvegarder, regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a une page blanche. J'ai laissé le routeur outlet, on pourrait l'enlever. Néanmoins, par la suite, on va très vite utiliser le routing. Donc ça va être un mécanisme qui va venir charger des composants en fonction de l'URL dans laquelle on est. On peut l'enlever pour l'instant et tout simplement voir ce qui se passe. Je peux rajouter un H1, mon titre, et voir que ça se met en place là-dessus. Ce qui est intéressant, mais bon, ce qui est quand même très commun avec tous les frameworks un petit peu modernes, c'est qu'on a de l'auto-reload, donc il suffit juste de sauvegarder ici pour voir le rendu immédiat de ce qui s'est passé. Donc là, on a supprimé tout ce qui était généré automatiquement lors du ng-new en HTML. Si on regarde un petit peu plus aussi, on a également une variable TypeScript
qui a été rajoutée, on peut la supprimer, elle ne va pas forcément nous servir à quelque chose. Si on retourne un petit peu sur le projet formation, je proposais de créer Core, Feature et Shared. À créer dans sous App, Features et Shared. On reverra par la suite hein, l'objectif de cette structuration, mais elle résout énormément de problèmes et notamment est très scalable pour la suite sur des grosses applications. Si on se maintient ne serait-ce qu'à ces trois dossiers-là, on arrive à faire des choses très intéressantes. Donc globalement, c'est ce qui nous reste. Enfin, c'est ce qui nous restait à faire pour cette étape 2. On peut venir regarder dans l'étape de fin ce qu'on nous proposait. Donc globalement, voilà, de créer ceci, de supprimer l'HTML inutile, la variable dans le fichier TypeScript, puisqu'on a supprimé la variable TypeScript, on verra plus tard hein, pour les tests unitaires, mais c'est vrai qu'on avait déjà des tests autogénérés du coup lors du NGNU qui utilisaient ce fichier-là. Donc par exemple, on peut supprimer toutes ces choses-là. Donc on a ça. J'ai rajouté des informations ici. En fait, je diverge un petit peu, c'est pas forcément Angular, c'est un petit peu Git, mais c'est vrai que ça reste intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Git ne versionne pas les dossiers vides, il ne versionne que les fichiers. C'est-à-dire que si on crée un dossier et qu'on essaye de pusher ce dossier-là sans fichier, Git ne va pas le voir et donc du coup ne va pas partager en fait le dossier vide. Une des petites conventions, c'est de créer tout simplement un fichier .gitkeep vide, hein, qui ne sert pas forcément à grand-chose, mais ça indique à Git, notamment quand j'ai fait l'étape 2, qu'il y avait un fichier, ne serait-ce que vide. Donc du coup, il sait que enfin, c'est pas qu'il sait, mais il push également le dossier core avec. Et donc finalement, un petit peu également d'informations sur le pourquoi avoir cette architecture-là. On le verra par la suite bien plus en détail, mais voilà, ça nous permet d'avoir une scalabilité vachement plus intéressante sur nos applications. L'étape 2 est finie, encore simple. La formation va se complexifier au fur et à mesure, donc je peux vous proposer là de continuer sur l'étape 3.